ses jours de travail depuis quelques semaines dans la province d'Issi d'Ubangui, le président national du mouvement de libération du Congo a effectué le déplacement le mardi 13 octobre dernier à Boudjala-Centre, chef-lieu du territoire portant le même nom. Cette visite intervenue au lendemain de celle effectuée à Likimi, secteur situé toujours dans le territoire de Boudjala, a permis à Jean-Pierre Bemba Gombo de sensibiliser la population locale, notamment sur les questions liées à la paix, à la cohésion, mais aussi sur la pandémie de Covid-19. L'ancien vice-président de la République a demandé à la population de ne pas céder à la manipulation de certains politiciens qui, pour des intérêts personnels, instrumentalisent les communautés locales pour se positionner politiquement. À Likimi, tout comme à Boudjala-Centre où il est passé, le président national du MLC n'a cessé de rappeler les combats de libération menés par son parti depuis 1998 jusqu'à ce jour pour l'avènement de la démocratie et d'un état de droit à République démocratique du Congo. La visite et le message de paix apporté par Jean-Pierre Bemba Gombo ont été vivement salués, non seulement par la députée nationale Annie Mombunza, l'organisatrice de l'accueil, mais aussi par l'ensemble de la population de Boudjala. Le chairman du MLC, qui se montre de plus en plus rassembleur, ne jure que pour l'unité de la population du Sud-Ubangui en particulier et du Congo en général. Une passation de pouvoir intervenue entre Adolphe Mozeto et Martin Fayulu sur fond de réforme de certaines dispositions des textes fondateurs de la Convention de la coalition politique Lamuka. Désormais, le mandat du coordinateur en exercice passe de 3 à 6 mois et la prise de fonction du coordinateur entrant est automatique et n'est plus sujette à une cérémonie de passation de pouvoir. Martin Fayulu, qui prend la commande de Lamuka ce lundi 12 octobre 2020, entend poursuivre et consolider le combat pour la défense des intérêts du peuple congolais. Moi j'ai dit, pour moi, je dois poursuivre cet objectif. Je vais amener Lamuka là où le peuple a demandé de l'amener. FCC cache. Vous avez usurpé le pouvoir du peuple. Vous le savez. Vous n'avez pas été élu. Et aujourd'hui, vous êtes en train d'entraîner notre pays dans l'abîme. Et vous le voyez. Et vous le voyez parce que, surtout les membres du FCC, je peux vous le dire, que vous êtes en train d'aider Kabila dans sa mission de désarticuler les Congos, de déstructurer les Congos, de balkaniser les Congos. La balkanisation n'est pas un vain mot. La balkanisation n'est pas simplement physique. Dans son communiqué final, le présidium de la Lamuka exige de réformes institutionnelles, notamment celles de la CENI et de la loi électorale. Ces réformes, selon Bemba, Katumbi, Mozeto et Fayulu, doivent se faire de manière consensuelle entre les parties prenantes dans un cadre strictement paritaire. Par ailleurs, tout en condamnant la présence inacceptable de troupes armées des pays voisins sur le territoire national, la Lamuka apporte son soutien au prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, au regard de menaces dont il fait l'objet. Non à la balkanisation de la RDC, oui à l'unité du pays, c'est le mot d'ordre de la marche pacifique à l'appel de Martin Fayulu ce mercredi 14 octobre 2020 sur l'ensemble du territoire national. À Kinshasa, la capitale, Martin Fayulu, coordinateur en exercice de la Lamuka, a conduit la marche aux côtés d'Adolphe Mozeto. Très vite, la police est intervenue pour s'opposer à cette manifestation pourtant pacifique. L'ordre des autorités publiques empêchait à tout prix et avec tout le moyen cette marche pour l'unité nationale. Gaz lacrymogène, plusieurs arrestations dans les rangs des partisans de Martin Fayulu, tout le pneu d'un des véhicules du cortège crevé par la police.
La pression monte et la situation dégénère face à la détermination des Kinois qui ont voulu se solidariser aux douleurs et souffrances des compatriotes de l'Est. Aussi défendre l'unité nationale face au projet de balkanisation partant de Minembwe. Dans un pays qui se dit démocratique, que le monde voie comment sera traité le président élu Martin Fayulu. Voilà, nous nous battons contre la balkanisation de la République démocratique du Congo. C'est notre combat. Pourquoi vous encadrez les autres? Pourquoi vous ne m'encadrez pas? Donc, si on ne répare pas cette voiture, c'est ne partirez pas ici, que je vous le dis. Vous me connaissez. Donc, on a l'air au bon sa voiture. C'est ça l'état de droit. C'est ça le principe de Tchèque Tshisekedi. L'espace démocratique se rétrécit davantage et cela inquiète car le recul démocratique est une expression de la décadence d'un pouvoir aux antipodes des aspirations du peuple congolais. Trouve être mon terroir et la décision avait été prise au Conseil des ministres pour que justement nous allions à deux avec le ministre de la Défense et une grande délégation, plutôt pour des raisons de sécurité et de paix. Jamais dans l'ordre des missions dont j'étais porteur, n'était question d'installer le bourgmestre et jamais dans les faits, je n'ai installé le bourgmestre. On me l'a attribué de façon extrêmement abusive et mensongère. Nous sommes à Minembwe avec le ministre de la Défense, mon collègue, avec le chef de l'armée et bien d'autres officiers, avec 10 députés nationaux, mais aussi avec le gouverneur de la province du Sud-Kivu et le ministre provincial de l'Intérieur. Alors, nous tenons des réunions sur le plan de la sécurité. Le bourgmestre de Minembwe fonctionne comme commune, comme bourgmestre depuis environ 2 ans. Normalement, il a été notifié par le gouverneur après sa nomination. Mais au cours de ce jour, de ce bref séjour, une question vient sur la table posée par la société civile, posée par des officiels qui sont sur place, mais aussi par la population, à savoir pourquoi est-ce qu'on a installé le maire de ville d'Ouvira, le maire de ville de Baraka, le maire de ville de Kamituga, après leur notification, mais le bourgmestre de Minembwe, notifié au même moment, lui n'a pas été installé. Ça veut dire une formalité administrative qui n'a pas une grande importance, même dans la loi. Mais c'est plutôt psychologique. Et le gouverneur de province du Sud-Kivu et le ministre de l'Intérieur disent, en effet, vous avez raison. Ça n'empêche pas au bourgmestre de poser des actes qui revêtent le caractère officiel, administratif, mais parce que vous le demandez, parce qu'ailleurs ça a été fait, nous n'avons pas besoin de rentrer à Bukavu pour venir pour ça. Nous le faisons le matin et le ministre de l'Intérieur a agi. Organisée par l'association La Jeunesse Consciente de la République, cette conférence animée par le député Francis Tibalabala, vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, avait pour objectif de conscientiser les jeunes Congolais à pousser loin leurs pensées pour faire la différence, en d'autres termes, marquer leur génération, à se donner notamment à la politique active pour le bonheur avant tout des autres, pour marquer leur temps. Faustin Ika, coordinateur de l'association Jeunesse Consciente de la République, parle du pourquoi de cette conférence. Nous sommes les seuls qui pensent qu'aujourd'hui nous pouvons changer aussi les Congos, nous pouvons changer notre façon de voir les choses. Et c'est à cela que nous avons tenu à organiser une conférence. La conférence, ça ne sera pas seulement pour Barumbu, comme j'ai entendu les autres le dire. Non, nous avons déjà commencé à faire des conférences. La première conférence était d'abord à l'ILK. Et aujourd'hui, nous sommes à Barumbu. Je crois que c'est toute une série. Prochainement, nous serons dans la commune de Kinshasa. Et après, nous allons chuter sous la bénédiction de notre parrain, qui est l'excellence Claude Ibalaki. Francis Tibalabala, conférencier du jour, fait ici, à son tour, l'économie de son intervention. En euros, il y a des gens, quand je parle des zéros, ça veut dire des gens qui considèrent que leur vie s'arrête là et qui ne sont pas utiles à la société. Alors que si ils essaient seulement de réfléchir, ils peuvent devenir utiles à la société. Être héros, ça ne veut pas dire que vous devez mourir pour la RDC. Vous pouvez aussi réaliser des exploits
réaliser des choses exceptionnelles qui feront de vous héros. C'est là que j'ai dit, leurs vies ne sont pas scellées, leurs vies, ils peuvent encore faire autrement les choses, se faire inscrire dans des écoles de métiers, apprendre le métier, comme c'est le cas sous d'autres cieux. Ce sont des gens qui sortent des formations, qui obtiennent facilement de l'emploi, que ceux qui sortent des universités avec des diplômes intéressants. Donc voilà, intéressant. Voilà pourquoi j'ai dit que je ne suis pas en train de responsabiliser les jeunes comme certains le disent, mais je suis juste en train de faire en sorte que les jeunes prennent conscience qu'ils sont importants pour ces pays, ils doivent contribuer à l'émergence de ces pays, même si l'État est défaillant. Considérant que puisque la société n'a pas été à l'écoute de leurs problèmes, puisque la société n'a pas contribué, l'État n'a pas contribué à leur formation, à leur encadrement, qu'ils doivent s'adonner aux actes de banditisme, ils doivent considérer que leur vie s'arrête là. Le jet des questions-réponses a clôturé cette rencontre. Ils ont envahi ce vendredi 16 octobre 2020 les sièges du gouvernement de la République. Eux, ce sont les agents et cadres de l'administration publique du ministère du Tourisme. Ils réclament les paiements de leurs primes permanentes suivant la décision numéro 0013 du 10 janvier 1992. C'est un problème encore. Il se pose un problème sérieux dans Mboko. Moi, je n'ai jamais compris. On dirait il est normal que pour avoir un peu d'argent, il faut soit devenir politicien ou voler. Nous travaillons, nous devons ramener au même titre que le ministre, le DG, tout le monde. Nous sommes tous Congolais, au regard de la loi, nous sommes tous égaux. Le problème se pose, il y a l'application de la loi numéro 0013-12 du 10 août 1992. Donc, nous sommes parmi les services générateurs de recettes, tourisme. Il y a des agents de voyage, des restaurants, mais curieusement, depuis l'application, il y a des décisions qui concrètement et le Romo sera aussi le matin. Parce que ça fait beaucoup d'années que le ministère nous bénéficier d'une prime permanente spécifique. Nous sommes un ministère générateur de recettes, le ministère Moussoussou. Quand nous sommes le ministère Moussoussou, générateur de recettes, nous sommes un trésor public. Mais nous sommes un trésor public. Mais pendant que la prime, comment, jusque-là, succès mon côté. Sur la différence, c'est ça, il y a Nini. Pour nous, 2 poids, 2 mesures. Des primes des ministères de générateurs de recettes. Tous les Kangote, papa. Il y a un chef de l'État. Le chef de l'État. Une délégation a été reçue par les conseillers du Premier ministre Ilunga Ilukamba. Nous venons d'être reçus par les conseillers politiques du vice-premier ministre et ministre du budget. Alors, qu'est-ce que le conseiller nous a dit? Nous avons présenté les dossiers. Que ça fait depuis 1992 que nous sommes sur la décision du ministre du budget de l'époque. Maintenant, où il nous a octroyé la prime permanente et spécifique pour la mobilisation des recettes. Depuis 1992 jusqu'à ce jour, nous n'avons pas reçu cette prime-là. Alors, il nous a demandé est-ce que vous avez des documents qui vous prouvent cela. Nous l'avons montré. Alors, en ce moment-là, nous l'avons même montré. Notre prévision budgétaire que nous avons fait cette année. Puis, nous avons posé la question si et seulement si votre budget là et votre programme de budget était déjà annexé. Alors, en ce moment-là, nous avons dit le budget nous pose toujours le problème des contre-saints du ministre du budget. En ce moment, nous demandons est-ce que votre ministre a déjà transmis votre arrêté auprès du vice-premier ministre? Nous l'avons dit, nous ne le savons pas. C'est ainsi qu'il nous a dit que nous puissions rentrer au cabinet pour demander s'il a transmis ce dossier. Il nous remet le dossier et le lundi, nous nous retrouvons encore avec lui à 15 h. Le préavis établi là n'est pas légal, il est informel, c'est un faux. Pourquoi il est un faux? Allez-y dans la loi 015/025 concerne les non-professionnels. L'article 33, on vous dit le ministre prend un arrêté portant procédure de préavis. Depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui,
Le ministre n'a jamais pris un arrêté dans ce sens-là. Maintenant, le préavis établi dans la commune a quel soubassement juridique? C'est comme ça que nous on l'appelle info. Et nous l'avons consommé comme ça pendant 5 ans. Vous allez dans les professionnels, les commerciaux, les industriels, les lucratifs, comme les cabinets d'avocats et consorts, sont liés aujourd'hui par le traité Loada. Mais lorsque vous vérifiez, vous verrez que les commerciaux et tous les autres que j'ai cités ici ne sont liés à aucun document pouvant créer un pont entre l'administration et le traité de Loada qui doit être régi par le tribunal de commerce. Donc nous sommes là dans un vent, dans une aventure, dans une bêtise. Nous avons écrit au ministre. Nous avons écrit au ministre pour lui demander carrément de suspendre le préavis. À l'état où il est établi aujourd'hui, c'est un faux document. Nous ne voulons plus consommer les faux. Juridiquement, nous sommes dans l'illégalité. Et il y a la voie de sortie. Vous savez, chez nous ici, un protocole d'accord signé entre 2 parties, même si vous le faites à la maison, à force de loi. Nous sommes rébuffés sur ça pour demander au ministre s'il peut permettre au service de l'habitat, désormais, lorsqu'ils sont devant son bureau, de demander aux 2 parties de signer carrément un protocole d'accord, et gratuit d'ailleurs. Ça ne sert à rien de verser 1 mois parce que ça n'a rien à faire avec l'État congolais. C'est un fait privé. Et on leur donne leur accord, mais lié à l'article 34 de la loi, si c'est dans les non professionnels. C'est-à-dire qu'ils respectent toutes les étapes. Si l'une des parties dit écoutez, je ne veux pas signer, la loi prévoit les PV de non-conciliation et ils partent acquis de droit, les tribunaux. En mission officielle à Kinshasa, la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, s'est rendue ce jeudi 14 octobre 2020 au lycée Kabambar pour rencontrer les élèves, s'adressant aux élèves et enseignants en présence du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. La directrice de l'UNESCO salue la gratuité de l'enseignement primaire décrétée en RDC depuis 2019. Elle promet par ailleurs l'implication de l'UNESCO ainsi que de ce partenaire pour la réussite de cette gratuité. Cette visite a permis à la directrice de l'UNESCO de palper du doigt aux réalités de la scolarisation de jeunes filles et de s'imprégner des mesures mises en œuvre par le gouvernement congolais pour la réussite de l'année scolaire 2020-2021. Audrey Azoulay appelle les lycéennes à rester le plus longtemps à l'école afin de combattre l'inégalité homme-femme au point de vue éducation. Willy Bakonga revient sur l'importance de cette visite. Je voudrais réaffirmer l'engagement du gouvernement de travailler en étroite collaboration avec ses différents partenaires nationaux et internationaux afin de relever les défis du développement du système éducatif congolais dans le contexte de la Covid-19. Mon souhait est que tous les élèves acquièrent les connaissances et les compétences nécessaires pour la promotion du développement humain. Notez que cette visite de la directrice de l'UNESCO vise à rappeler l'importance du retour à l'école. Le sentiment qui m'habite à ce moment, premièrement, c'est par rapport à mon peuple. Le peuple congolais, c'est un sentiment de fierté. Constater cette attention bienveillante du Saint-Père François pour le Congo et pour son peuple. Comme vous le savez, ce n'est pas la première fois. Mon prédécesseur, le cardinal Laurent Mosengo, a occupé ce poste avant moi. Et quand il a terminé son mandat, quand moi j'arrivais, nous on était sûrs que le pape irait chercher son successeur ailleurs en Afrique, parce que ce poste-là revient aux représentants du continent africain. Or en Afrique, il y a plusieurs cardinaux. Et malgré qu'il y a de cardinaux qui sont là avant moi, le pape a voulu encore une fois de plus faire confiance au Congo et au peuple congolais. Pour moi, c'est un sentiment de fierté pour mon pays et pour mon peuple. Deuxième sentiment,
c'est par rapport à ma personne. C'est plutôt un sentiment de gravité, un sentiment de conscience de la lourdeur de la tâche qui m'attend désormais auprès du Saint-Père. Moi, je suis cardinal à peine une année, et de par le monde, les cardinaux sont plus de 200. Mais le pape m'a fait confiance. Je me pose la question, mais connaissant ma faiblesse humaine, mes limites, comment expliquer que le pape continue à me faire confiance? Donc, je lui exprime toute ma gratitude pour cette confiance, sans aucun mérite de ma part, mais en même temps, c'est ce sentiment de gravité, la responsabilité d'accompagner le pape pour le gouvernement de l'Église universelle. Je ne peux que me confier à la prière de tous les fidèles pour qu'ils continuent à me porter, pour que je sois toujours à la hauteur de cette confiance que le Seigneur Dieu lui-même place en moi à travers son serviteur, le pape François. Dans le souci d'assurer la protection des relais communautaires ainsi que les prestataires de santé contre une éventuelle contamination à la COVID-19, Village Riche, Direct Relief et People That Deliver viennent en appui à la campagne de vaccination contre la poliomyélite lancée le mercredi 14 octobre par le programme élargi de vaccination. Le go de cette campagne a été donné par la ministre provinciale de la Santé. Pour rappel, cette campagne de vaccination contre la poliomyélite, lancée dans le contexte de la COVID-19, couvre 35 zones de santé de Kinshasa. Pour ce faire, un lot important des matériels de protection individuelle, constitué des masques faciaux, des gants et des blouses, a été remis à la ministre provinciale de la Santé qui les a remis à son tour à qui de droit. Pour Village Riche, ces équipements sont un appui au gouvernement pour la bonne marche de la campagne à cette période dominée par la pandémie de COVID-19. Nous voulons à ce que toutes les personnes, en commençant par le personnel de santé, les relais communautaires, les parents et les enfants soient protégés pendant la campagne contre la polio. C'est dans ce sens que Village Riche, avec tous ses partenaires, ils ont acquis un lot de matériel ou des équipements de protection et surtout en partenariat avec le comité multisectoriel de la riposte contre la Covid pour accorder une quantité de l'eau au programme élargi de vaccination en vue d'assurer que les prestataires, les relais communautaires, les parents et les enfants sont protégés pendant la campagne de polio. Comme vous le savez, nous sommes dans le contexte de la Covid-19 et pendant cette période, on nous dit nous devons vivre avec la Covid-19. Donc la meilleure façon de vivre avec la Covid-19, c'est se protéger en utilisant les matériels, les masques, les viseurs, les gants et même les blouses que Village Riche a mis à la disposition du comité multisectoriel de lutte contre la COVID. Rappelons que cette campagne de 3 jours se tiendra du 15 au 17 octobre sur toute l'étendue de la